Copilot, c'est une intelligence artificielle de pair programming. Et en fait, on peut considérer un peu que c'est l'Internet qui est derrière Copilot. Sa source de savoir, elle est pas infinie, mais du coup, elle est assez conséquente. On peut utiliser Copilot et faire de nous des super développeurs, mais Copilot ne nous remplacera pas. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Because. Je suis Sofiane Ouarab et aujourd'hui je suis accompagné par Audrey Boixel. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany Souter. Bonjour. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour nos auditeurs qui ne te connaissaient pas encore. Ça marche, avec plaisir. Donc, Tiffany Souter, je suis relation développeur à Microsoft. Donc, mon rôle, c'est d'engager avec les développeurs de France. Typiquement, je peux avoir différents types de missions, comme aller parler en conférence, par exemple, ou alors je peux sponsoriser des conférences, tenir un stand et parler des technos Microsoft aux développeurs qui sont présents. Je crée aussi du contenu pour les développeurs, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi les développeurs Python, puisque j'ai été moi-même développeuse Python avant. Et c'est plus facile pour moi d'engager avec eux, puisque justement j'ai une expérience commune avec eux. Par exemple, j'ai créé un curriculum qui s'appelle la Data Science pour les débutants au sein de Microsoft. Voilà, plein de choses comme ça qui permet en fait à Microsoft de communiquer auprès des développeurs de leur technologie, des outils qui peuvent les aider dans leur vie de tous les jours, et puis moi d'en faire des démos, des présentations et voilà, en gros, d'être sûr de créer du lien. Et aussi, je m'occupe des communautés, des communautés tech qui ont une affinité avec les technos Microsoft en France. Donc, il y en a plusieurs dans toutes les villes de France. Et puis, moi, mon rôle, c'est de les aider à grandir, de les aider à partager avec d'autres développeurs. Voilà. Ok. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours aussi d'études ? Ouais, alors j'ai fait un peu, j'ai pas pris le chemin le plus court, on va dire. J'ai commencé mes études plutôt dans la science, puisque j'ai fait des études en ingénierie génétique. Ouais. J'ai fait un double diplôme, donc une école d'ingénieur en biotechnologie et un double master en ingénierie génétique. Et après, j'ai fait une thèse. Et c'est pendant ma thèse que j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques de big data notamment et d'intelligence artificielle. Alors la big data, c'est un sujet qu'on a en commun dans l'analyse de génome, puisque en fait la génomique, c'est un des plus grands domaines de big data qui existent. Et aussi, du coup, c'était vers 2015 quand j'étais en thèse, on commençait tout doucement à parler d'intelligence artificielle, un peu démocratisée dans les techs. Et puis je me suis posé la question de savoir si on pouvait faire de l'analyse de génome avec de l'intelligence artificielle. Et puis c'est pour ça qu'à la fin de ma thèse, je me suis dit, j'ai commencé à regarder ce que c'était, à aller à des conférences, et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas y aller juste... en touriste. Il fallait que j'apprenne à coder, il fallait que pour pouvoir creuser le sujet. Et donc j'ai décidé de faire un virage à 360 degrés, comme on dit. Et puis j'ai commencé à me former en Python. D'accord. Et puis en intelligence artificielle. Et j'ai beaucoup appris à travers les communautés, justement, tech. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je rende à la communauté. Donc j'ai commencé à donner des conférences. Puis c'est à ce moment-là que les équipes de Microsoft m'ont repéré, puis m'ont proposé... de faire ce que je faisais en dehors de mon travail, c'est-à-dire sur mon temps libre, d'en faire mon travail. Du coup, j'ai dit, let's go. Ouais, super cool. Et du coup, j'ai oublié un petit passage aussi, c'est que pendant que je me formais du coup, sur l'intelligence artificielle, j'ai trouvé un job en tant que data ingénieur, développeuse Python dans une ESN, James Data Factory. Et puis, c'est ça qui m'a permis de me lancer aussi dans le monde de la tech. D'accord, ouais. Ouais, donc effectivement, c'est une suite de sujets qui t'a amené... Ouais, voilà. C'est un peu, voilà, j'ai pas prévu d'être là où je suis aujourd'hui, mais je suis très contente de ce parcours. Aujourd'hui, j'aime beaucoup partager, enfin, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon parcours, c'est qu'à chaque fois, j'aimais énormément partager mes connaissances que j'apprenais avec les autres. Et c'est peut-être ça, le fil conducteur
de mon parcours en fait. C'est ça qui m'a menée à être relation développeur aujourd'hui. C'est un métier que j'aime beaucoup puisque c'est à la frontière entre la tech. J'apprends toujours des nouvelles choses puisque je suis obligée d'être au courant de ce qui se passe dans les dernières innovations. Et en même temps, je suis obligée de partager ça avec les autres, de faire en sorte que ce soit compréhensible par le plus grand nombre de personnes. Et du coup, vulgariser tout ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire aussi. Ouais, t'es pas dans ton petit coin ouais. sur un gros sujet, c'est quelque chose que tu veux partager ou même prendre d'autres connaissances. C'est différent aussi d'être développeur. Du coup, pendant 3 ans où j'ai fait ça et tu développes devant ton ordinateur, bien sûr, tu as des contacts avec ta team, mais ça reste assez limité. Alors que là, j'ai l'occasion de parler avec énormément de gens, de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'experts aussi dans leur domaine. Ça, c'est extrêmement stimulant. J'aime beaucoup ça. D'accord. Il y a justement un projet d'intelligence artificielle qui te plaît particulièrement, qui est sorti assez récemment, qui est Copilot, donc qui a été développé par GitHub et qui est sous la bannière Microsoft. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet ? Oui, alors Copilot, c'est une intelligence artificielle de pair programming. Donc en gros, c'est une intelligence artificielle qui est intégrée à votre environnement de développement et qui, au fur et à mesure que vous évoluez dans votre code, en fait, Copilot va vous proposer des blocs de code qui peuvent vous aider à aller plus vite, ou en tout cas qui peuvent vous proposer des choses qui vous permettraient d'avancer plus vite dans votre code. Donc c'est un peu comme du vrai pair programming, dans le sens où quand on pair programme, en général c'est une personne code et puis une personne un peu plus expérimentée derrière regarde ce que vous faites et puis vous propose des choses au fur et à mesure de ce que vous faites. C'est comme ça qu'on apprend. Copilot, c'est à peu près ça, dans le sens où Copilot, il va analyser tout le contexte de votre code et en fonction de ce que vous êtes en train de faire, va vous proposer des blocs de code qui pourraient vous aider à aller un peu plus vite. Quel type de bloc de code Copilot peut proposer ? Est-ce qu'il est capable de proposer un if, une boucle for, un design pattern, jusqu'où Copilot actuellement est capable d'aller ? Il peut carrément proposer des blocs, des if ou des for, mais même plus que ça en fait. Tu peux par exemple commencer à mettre le nom de ta fonction, écrire une docstring de ce que la fonction va faire, donc d'écrire le type d'input que tu veux, le type d'output que tu veux et ce qui est censé être la logique à l'intérieur de ta fonction. Et elle peut te proposer la fonction en entière, en fait, le bloc carrément. Par exemple, je fais une démo justement là-dessus où je montre que Copilot arrive seulement avec un texte explicatif de ce que tu veux faire de la fonction, arrive à coder un Sudoku solver. Donc c'est quand même assez complexe comme tâche de résoudre un Sudoku en algo. Quand on commence à y réfléchir, en fait, c'est bien parce que ça parle à tout le monde comme exemple. Le Sudoku solver, tout le monde a déjà résolu un Sudoku. Ça nous prend quand même un certain temps en fait pour résoudre un Sudoku. Et du coup, la logique derrière, pour la coder, il faut un petit peu réfléchir. Il y a plusieurs boucles for qui s'imbriquent. Il faut parcourir le tableau, donc diagonale et colonne aussi. Et du coup, il faut les comparer à chaque fois tous ensemble. Donc c'est quand même pas mal de logiques imbriquées les unes dans les autres. Ça prend en compte notamment un deep first search. Et ça, Copilot peut le proposer. Il propose le deep first search et après il propose la fonction pour valider le deep first search. Et c'est assez cool de le voir faire ça. En fait, dans la fonction, il propose 2 autres fonctions. Il propose pas toujours la même solution. Mais quand je fais cette démo en conférence, on va dire que 60% du temps, il me propose cette solution-là. Et puis le reste du temps, il me propose des trucs qui des fois marchent, des fois marchent pas. Et c'est quand même assez intéressant de voir qu'il est capable de résoudre ce type de problème-là en une fraction de seconde. D'accord, donc là, c'est-à-dire que pour un même énoncé, il peut te proposer des algorithmes différents. D'accord. Et tu peux choisir d'ailleurs, quand il te propose une solution et que c'est pas une solution qui te convient, il y a une option juste au-dessus où tu peux faire preview ou next et tu peux faire défiler les différents types de solutions. Et tu peux demander des solutions avec différents niveaux de complexité aussi. D'accord. Pour, dépendamment de ce que tu cherches à faire en fait. En général, on cherche la complexité la plus basse, mais...
Oui. Il génère des blocs de code, mais est-ce qu'il peut générer par exemple des classes aussi ou... Alors il faut que tu lui indiques un peu ce que tu veux faire. Tu le lances un peu si tu veux. Tu peux commencer à définir ta classe, tout ça, mais clairement il va faire Enfin, il va essayer de comprendre ce que tu es en train de faire, bien sûr. Et c'est pas tout le temps pertinent ce qu'il propose, mais il comprend que tu es en train de faire une classe. D'accord. Et justement, un petit peu dans cette idée, est-ce que, pour nous qui sommes par exemple vraiment développeurs, donc d'un point de vue un peu pro, on a souvent des problématiques de génération de tests unitaires, par exemple, ou c'est quelque chose, ça peut être généré, de tester par exemple aussi, faire la fonction, mais aussi le test de la fonction. Oui, d'ailleurs, j'ai une démo qui est assez cool où je montre ça. En fait, quand tu crées ta fonction, par exemple dans un main, et puis qu'après tu crées un autre fichier. Donc, on sort du contexte de ton fichier, tu vois. On va ailleurs, on crée un autre fichier dans un autre dossier, par exemple. Et puis là, tu réunis tous tes tests unitaires. Si tu fais du coup un import de la fonction qui est dans ton fichier main et du coup tu montes le chemin, lui il va comprendre qu'il faut, en fonction de ton contexte, qu'il faut récupérer la fonction qui est là et ensuite il peut te générer des tests unitaires si c'est ça que tu as envie de faire en fonction de la fonction que tu as créée qui est dans un autre fichier ailleurs. Donc en fait il regarde le contexte bien plus large que seulement le fichier dans lequel tu es. Il va regarder aussi jusqu'à la racine de ton projet. C'est assez bluffant. Ouais. Ça, c'est très cool même. Tu disais que Copilot pouvait proposer une fonction juste avec une docstring. Ouais. Cette docstring, elle doit être en anglais forcément ou on peut dans d'autres langues Alors, je teste beaucoup en anglais et je pense que c'est là où tu auras les réponses les plus pertinentes. Après, j'ai quand même fait quelques tests en français et ils s'en sortent pas trop mal non plus. Donc moi, mon extrapolation de ça, c'est que je pense que comme il est entraîné sur pas mal de repositories qui sont open source sur GitHub, s'il en existe dans d'autres langues que l'anglais, il va apprendre de ça aussi. Donc, et a priori, le modèle de Natural Language Processing qui est en dessous de Codex, qui est le modèle sur lequel Copilot se base, et en dessous de ça, on a GPT-3, et GPT-3, il sait parler différentes langues. Donc, il peut faire des choses, je pense, en français, en espagnol, enfin, un peu tout, faut tester, quoi. J'ai déjà eu, d'ailleurs, pendant la technical preview, c'était il y a quelques mois, donc je suis pas sûre qu'il repropose ça aujourd'hui, mais j'ai déjà eu des propositions en chinois. Donc, c'était assez marrant, d'ailleurs. Et parce que du coup, il traduit, par exemple, si on envoie des valeurs, un texte, donc du coup en français ou en chinois, ça va le traduire en anglais et après il va chercher selon les repos ou il va vraiment se baser sur... Je pense qu'il parle, j'ai entre guillemets, dans le podcast on voit pas, mais je fais les guillemets avec mes mains. Il parle différentes langues simultanément, donc il traduit pas en anglais. Ouais. On comprend bien l'intérêt de Copilot pour les développeurs. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément techniques ? Alors, je pensais pas au début. Quand j'ai commencé à utiliser Copilot, je me disais, c'est un outil pour les devs. Mais en fait, à force de l'utiliser, je me dis, en fait, peut-être pas que, parce que il est aussi très bon dans la sémantique classique. Donc, quand tu écris une documentation, par exemple, il est capable de te proposer... des blocs de phrases, des blocs sans, donc pas de code. Et je me dis, en fait, pour n'importe quel type de génération de documents, en fait, il peut être utile. Je parlais du curriculum de Data Science pour les débutants que j'ai écrit pour Microsoft. Voilà, en fait, il y a des gens, ils sont pas forcément développeurs, mais ils créent un Markdown parce qu'ils créent une documentation sur GitHub, un README ou peu importe. Et puis en fait, Copilot est aussi là pour les aider à créer cette documentation-là. Moi, j'avais écrit une introduction au cloud, par exemple. Donc rien à voir avec le fait de savoir développer, juste on explique un concept. Et Copilot est capable d'expliquer ce concept-là. Et donc j'ai fait quelques tests après. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il peut parler d'autre chose que de tech ? Puis j'ai essayé de lui faire une liste.
lui faire une liste des différentes races de chiens qu'il connaissait. Ouais. Et puis il en connaissait plein. Donc je me disais, en fait, je peux peut-être écrire un livre sur, je sais pas moi, les différents types de fleurs, comme ça. Et puis il saurait m'aider en fait à écrire là-dessus. Donc je pense que aujourd'hui on n'a pas en tête forcément toutes les applications possibles, mais a priori ça pourrait être un outil qui serait utilisé par d'autres gens que des devs. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais pour le moment quels sont les IDE supportés, les langages supportés par Copilot ? Je les ai pas tous en tête. Je sais qu'il y a donc VS Code, Visual Studio, NeoVim, JetBrains. Au-delà de ceux-là que je te cite de mémoire, je sais pas, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal de développeurs, je pense, qui potentiellement pourraient l'utiliser. Et est-ce que tu sais si Copilot peut par exemple traduire un bout de code qui est en Python vers du C# par exemple ? Ouais, il le fait aussi. Alors, c'est pas l'extension de base. Quand tu vas dans le marketplace de VS Code par exemple et que tu installes Copilot, c'est pas une feature qui va avoir de base. Mais par contre, tu peux aussi installer depuis le marketplace une extension qui s'appelle Copilot Labs, ou Labs, je sais plus. Labs, ouais. Et ça va te rajouter donc une petite icône sur la gauche de ton Visual Studio. Et en fait, c'est le logo de Copilot. Quand tu cliques dessus, ça t'ouvre une fenêtre. Tu n'as plus qu'à sélectionner une partie de ton code, surligner. Et puis après, lui, en fonction de l'option que tu lui demandes de faire, il va soit traduire vers un autre code, donc c'est la feature Translate. Donc par exemple, il peut traduire un bloc de code en Python vers du JavaScript ou du Go, peu importe. Enfin, il y a une liste assez exhaustive de langages où il peut faire la traduction. Ouais. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je les ai pas tous testés, hein. Mais il le fait assez bien du Python vers le JavaScript par exemple, qui sont des langages assez communs, donc c'est normal qu'il y arrive bien. Après, à tester avec des langages un peu plus exotiques, comme moi je les connais pas, j'ai pas pu vraiment tester et savoir si la réponse était pertinente, mais il faudrait voir avec quelqu'un qui sait coder avec un langage un peu plus exotique pour voir si ça marcherait bien. Et donc ouais, il peut faire ça, mais il faut télécharger cette extension supplémentaire. Tu as parlé de GPT-3, donc qui est l'algorithme, enfin Copilot se base sur GPT-3. Ouais. Donc c'est une de ses sources d'entraînement, entre guillemets, c'est GPT-3. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres sources que GPT-3 pour Copilot ? Alors pour être un peu plus précise du coup, Copilot lui il va taper dans une API et le modèle de machine learning derrière c'est Codex, DaVinci Codex. Et DaVinci Codex en fait c'est GPT-3 qui a été entraîné sur des repositories open source de GitHub. Donc en fait, GPT-3 ne sait pas coder. Si tu à partir de GPT-3 seulement, si tu essaies de générer du code, ça va pas le faire. Mais donc c'est ça qui est derrière la technologie de Copilot. C'est Codex et Codex, c'est basé sur GPT-3. Et donc ta question, pour en revenir à ta question, c'était quoi déjà ? La question plus générale, c'était quelles sont les sources de Copilot pour s'entraîner Alors, voilà, donc si on en revient à la base, donc les sources c'est forcément GPT-3 puisque Codex se base sur GPT-3. Donc GPT-3 ça a été entraîné sur un nombre incalculable de sources de texte par OpenAI du coup qui est la fondation qui a créé GPT-3. Et donc GPT-3 est une intelligence artificielle, un modèle de NLP, donc de Natural Language Processing, qui sait à peu près donc, générer des phrases, qui sait à peu près, par exemple, à partir d'un texte, générer un résumé, comme ça, donc il peut avoir un contexte assez riche sur la sémantique. Et donc cette IA-là qui sait à peu près bien parler, elle est entraînée sur tous ces repositories open source de GitHub et c'est ça la source. Donc les deux sources, c'est tout ce texte-là de GPT-3 qui est la source de GPT-3, plus tous les repositories open source de GitHub. C'est ça la source pour Copilot. Et tous les jours, il en apprend il apprend des nouvelles choses via ces sources-là ?
Oui, alors Copilot, effectivement, s'améliore au fur et à mesure que les développeurs génèrent du code auquel il a accès. En plus de ton contexte à toi qui est local et qui rajoute en fait cette partie qui fait que Copilot, quand il te suggère des choses, il va pas suggérer la même chose à ton voisin. Ah oui, j'avais une question. Ouais, c'est ce que je me posais comme question. Ouais, c'est du coup, vu qu'il est en apprentissage constant, il apprend au niveau global pour tous les développeurs ou c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est à l'utilisateur de Copilot, au développeur même. Alors en fait, c'est un peu les deux. Ah ouais. Donc il va s'améliorer tous les jours parce qu'il a un dataset d'entraînement qui est global. Donc tout ce qui est push sur GitHub à un moment va servir, enfin tout ce qui est push et qui est normalement donc open source accessible, ça va servir au dataset d'entraînement à l'amélioration de l'algorithme de base. Après, toi, ton contexte local, ça va influencer la décision, si tu veux, la prise de décision de Copilot au moment où il va te proposer des suggestions. Donc c'est pas qu'il apprend de toi, enfin techniquement, il va apprendre de toi au moment où tu vas pusher sur GitHub. Mais en fait, ce qui va réellement faire que sa proposition elle est pertinente par rapport à ton style de code, c'est que lui, en plus de ça, il va s'inspirer de tout ton contexte. Et c'est ça qui va envoyer, si tu veux, en input à l'API. Et c'est la réponse du modèle qui va être pertinente par rapport à toi. Mais ça ne fera pas forcément partie de l'entraînement. C'est parce que ton contexte est tel qu'il est à l'instant T. D'accord. Parce que, ouais, aussi dans l'idée, c'est que moi, par exemple, qui suis développeuse d'applications web pour un métier particulier, donc il y a effectivement le technique, le code à générer, les algorithmes, mais aussi on a les contraintes, tout ce qui est le fonctionnel, les règles de gestion et autres, ça c'est quelque chose aussi qui peut comprendre, qui peut assimiler dans le code. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut être poussé. Si en fait dans ton contexte t'as pas mal de règles de gestion et de trucs comme ça, il y a moyen qu'ils les comprennent, tu vois. D'accord. Et qui prennent ça en compte dans tes suggestions. Donc je pense que effectivement ils s'adaptent à ton contexte métier. Mais si t'as pas du tout de contexte, si tu commences un projet from scratch et qu'il y a rien, a priori il sera pas ultra pertinent en termes de métier tout de suite. Ouais. Parce que si par exemple j'installe Copilot sur un projet déjà existant, même assez ancien, qui a justement beaucoup de règles de gestion à implémenter, ça il peut les parcourir et un petit peu comprendre. Exactement. Ah, ça c'est bien. Ouais, okay. Exactement. Donc Copilot est un outil génial, tout le monde doit l'installer sur son IDE. Mais je dis pas forcément ça. Je caricature exprès, mais c'était un peu pour ouvrir la voie vers toi, ton retour d'expérience, comme tu as pu utiliser Copilot, un peu quels ont été tes premiers retours, ta prise en main, ce qui t'a étonné, ce qui t'a particulièrement plu avec Copilot. Alors moi j'ai comme travaillant là où je travaille, j'ai eu la chance d'avoir accès à la technical preview dès le début. Ça fait un petit bout de temps maintenant, ça fait 1 an presque que je bosse avec Copilot. J'ai découvert pas mal d'aspects qu'au début je m'attendais pas forcément à explorer avec Copilot. C'est ça qui est assez cool avec ce type d'outil-là, c'est qu'on sait pas jusqu'où il peut s'arrêter. En fait, et même je pense que tout le monde n'a pas pensé à toutes les applications possibles qu'on pouvait en faire. Moi, vraiment, ce qui m'a plus bluffé, je m'y attendais à ce qu'il me propose des blocs de code, donc même si c'est bluffant, c'est pas ça qui m'a le plus estomaqué, on va dire, quand je l'ai utilisé. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est effectivement quand j'ai écrit mon curriculum, le nombre de fois il m'a proposé des choses qui étaient pertinentes. J'étais absolument hallucinée, en fait, quand je commence à écrire introduction au cloud et qu'ensuite je mets le cloud est, et puis il me propose une définition de ce qu'est le cloud. Et ensuite, je veux faire une liste des différents cloud providers. Il les connaît. Il connaît GCP, il connaît AWS, il connaît Azure. Et ensuite, je veux faire une liste des différents services qui existent sur Azure. Il les connaît. Il me les propose. Mais en plus de ça, il propose une description de chaque service. En fait, il le fait mieux que moi. Parce que c'est le type de tâche que, en fait, ce qu'un humain fait... Enfin,
peut-être pas tous les humains, mais les humains normaux, je dirais, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont écrire leur curriculum sur le cloud, par exemple, ils vont avoir d'un côté leur fenêtre avec ce qu'ils vont écrire, de l'autre côté une fenêtre avec leur navigateur web, et puis ils vont chercher les sources, et puis on cherche tous à un moment une définition, un truc comme ça, et puis ensuite on la remet à notre sauce, mais voilà, donc on a le savoir, donc la source d'information, et puis de l'autre côté, on a ce qu'on est en train de créer comme contenu. Ce qui est impressionnant avec Copilot, c'est qu'il a déjà le savoir, en fait. C'est un peu comme si on pouvait se détacher, en fait, de cette fenêtre de navigation web à côté, où on cherchait, en fait, tout le contenu, tout le savoir, puis il l'a déjà à peu près. Et puis parfois, il propose des trucs qui sont très pertinents. Il y a un moment qui m'a extrêmement étonnée, en fait, c'est qu'à la fin de mon curriculum, à chaque fin de chapitre, je fais un petit questionnaire pour tester les connaissances de la personne, pour voir si elle a bien suivi le curriculum. Je pose 3 questions avec... c'est un QCM, donc une réponse A, B, C ou D, et puis après, la réponse est réponse A. Et donc, j'écris mes questions avec les différentes propositions. Et puis, en réponse, je mets la réponse est, et Copilot me répond la bonne réponse. La réponse est B. Incroyable. Donc, en fait, non seulement il comprend qu'il y a un questionnaire, mais en plus de ça, il arrive à trier entre les différentes réponses la bonne. Et pour faire ça, il s'inspire du contenu du curriculum que j'ai écrit avant. Enfin, c'est assez... Enfin, j'ai été ultra bluffée quand j'ai fait ça. Et puis la réponse est A, B, C, truc. Ah oui, d'accord. Et puis il avait raison, bien sûr, parce que je vous raconterai pas cette histoire-là si je proposais les réponses au pif. Donc c'était vraiment... c'est ce jour-là où je me rappelle plus de quel jour c'était exactement, mais je me rappelle de la petite étincelle, la petite révélation en me disant, je me suis dit c'est fou ça. Ouais, c'est fou, incroyable. Tu parlais des fournisseurs, par exemple, tu mettais cloud, il pouvait te parler de AWS, de Google, etc. Donc ça veut dire qu'il a vu ces mots sur GitHub, il a pu associer des mots comme ça sur GitHub avec quels sont les fournisseurs cloud, et il a pu associer avec AWS, Google ou Azure. Il faut bien remettre dans son contexte que comme il y a GPT-3 aussi en dessous, il n'y a pas que les sources de GitHub qui nourrissent son savoir, mais vraiment tout le texte sur lequel GPT-3 a été entraîné à la base. Et donc, je ne me rappelle plus exactement de toutes les sources de OpenAI, mais c'était tout ce qui était sur des forums, sur Reddit par exemple, sur des trucs de conversation, sur des vidéos. Enfin, la source d'entraînement d'OpenAI, elle est gigantesque. Et en fait, on peut considérer un peu que c'est l'Internet qui est derrière Copilot. Donc, sa source de savoir, elle est pas infinie, puisqu'elle est limitée à la connaissance qu'on a sur Internet, mais du coup, elle est assez conséquente. Du coup, on peut pas utiliser Copilot hors ligne, du coup, ça Oui, ça marche pas hors ligne. Il n'y a pas de modèle embarqué. Ouais, c'est très très loin. Ce serait fou. Peut-être qu'ils arriveraient à faire une version light, mais... Enfin, la question que j'ai maintenant, Copilot, ça permet de générer du code, ça permet de faire plein de choses. Et est-ce que Copilot va remplacer les développeurs ? C'est la question qui me fait un peu peur là, en ce moment, en tant que développeur. J'ai beaucoup cette question en conférence. Moi, de mon ressenti actuellement, je vais vous rassurer tout de suite, non. Ça va. Ouf, Audrey, c'est bon. On a encore de belles années devant nous. En fait, je pense que Copilot porte très bien son nom, dans le sens où si on l'appelle Copilot, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion, enfin dans votre environnement de développement, dans le sens où en fait c'est un très bon accompagnateur, mais c'est pas lui qui va générer les idées, c'est pas lui qui va penser à l'architecture de votre application, c'est pas lui qui va vérifier toutes les specs, c'est pas lui non plus dans les tests unitaires qui va proposer tous les edge cases. Donc on parlait de tests unitaires avant, mais il faut pas faire confiance à Copilot pour juste générer tous vos tests unitaires sans réfléchir à tous les cas qui pourraient être un peu... parce que lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va créer des tests unitaires un peu génériques. Oui. Mais c'est à nous de réfléchir plus en profondeur sur la logique qu'on veut amener derrière notre application. Et aussi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention.
à pas trop se reposer sur Copilot en termes de sécurité. Donc c'est peut-être le petit bémol, je pense, sur ce type d'application. Une de ces limites actuellement, ouais. Bah, ce serait de se reposer un peu trop. En fait, c'est le double tranchant un peu de ce type d'outil-là qui est très performant. C'est peut-être que du coup, les utilisateurs fassent un peu trop confiance. On a cette espèce de biais de confirmation. On se dit, Copilot me propose ça, du coup, je ne vais pas vérifier, ça doit être la bonne réponse. Mais en fait, non. Copilot n'est pas pertinent à 100%. Je pense qu'il faut toujours avoir un regard ultra critique sur ce que Copilot propose. Et bien sûr, je dis ça, mais parfois, j'ai un peu la flemme aussi. Et puis, je veux dire, faut dire les choses comme elles sont. Dans la réalité du développeur, parfois, on a un peu la flemme. On accepte tout de suite ce que Copilot propose. Alors moi, ce que ça a évolué dans ma façon de faire en tant que développeuse, c'est que donc j'ai un peu la flemme, mais quand même, je care un petit peu sur mon code. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à accepter ce qu'il me propose, mais du coup, je vais être plus rigoureuse sur mes phases de test. Donc en fait, ça a un peu changé ma façon de développer dans le sens où je suis plus test-driven qu'avant. Où en fait, je vais tout de suite penser à tous les tests que je vais faire pour pouvoir tester la fonction. Puis ensuite, je vais laisser Copilot me proposer un truc. Et puis ensuite, je vais tester si ça passe sous edge case. Et je vais faire, du coup, c'est cool. Tout en regardant, bien sûr, tout ce qu'il me propose. Mais ça accélère quand même ma productivité. Et je trouve que du coup, c'est un peu plus rigoureux qu'avant. D'accord. Ouais, donc ça change, effectivement, la manière. Ça change. Alors, voilà. Donc, je pense que ça va peut-être faire évoluer les habitudes des développeurs, mais il faut arriver à trouver des façons de rester rigoureux dans son métier tout en ayant cet outil-là qui permet d'aller plus vite. Et je pense que c'est pas mal parce que du coup, en fait, je fais plus de tests limite maintenant qu'avant. Parce qu'avant, quand j'arrivais à la fin de mon algo, j'étais contente et puis je pliais le truc et je me disais je vais faire mes tests unitaires demain. Alors qu'en fait, non, il ne faut pas faire ça. Mais du coup, maintenant, ça m'oblige à être un peu plus regardante sur ce que Copilot propose. Et c'est pas plus mal, en fait. J'aime bien cette nouvelle façon de travailler maintenant. Donc, à voir comment et je sais que chaque développeur a une façon différente d'utiliser Copilot. Comme chaque développeur a un IDE qui est différent. On l'a tous customisé de façon différente. On code tous de façon différente. Mais on peut utiliser Copilot et faire de nous des super développeurs, mais Copilot ne nous remplacera pas. Je suis rassurée. Oui, c'est donc du coup aujourd'hui c'est plus c'est de l'assistance en fait qu'il propose. C'est exactement, je dirais, comme quand on est arrivé sur les environnements de développement et qu'on a eu la coloration syntaxique ou les autocomplétions. Tu vois, c'est des outils qui nous permettent d'aller plus vite, mais ça va pas faire le taf tout seul. D'accord. Est-ce que tu sais justement si l'autocomplétion, les raccourcis clavier et Copilot dans l'IDE, ça se marie bien ensemble, s'il y a pas il ne se marche pas un peu dessus ou... Est-ce que tu as l'occasion de toi d'essayer? Alors, j'ai pas trop testé ça, c'est une bonne question. Parce que je sais qu'il y a pas mal de développeurs qui ont leur petite routine avec leur raccourci clavier. On parlait précédemment de génération de boucles forts avec des raccourcis clavier qui peuvent du coup générer le squelette un peu de tes boucles. Alors, c'est une très bonne question et comme je ne l'ai pas testé, je ne vais pas m'aventurer à vous dire ce que j'en pense parce que du coup, je préfère pas induire en erreur nos auditeurs. Mais je serais très curieuse de savoir votre retour, le tien d'ailleurs, du coup, puisque tu m'avais dit que peut-être tu testerais Copilot. Pour être honnête, j'ai pas eu le temps de... Non, mais plus tard. Ah oui. Mais oui, c'est... je pense pas. Moi, je vais mettre une hypothèse, c'est que comme Copilot, lui, il s'inspire de ce qui est validé, donc de ce que tu as créé dans ton contexte. S'il voit que tu as fait une boucle fort, je pense que, même avec ton raccourci, je pense qu'il va générer la logique qui est dedans, une fois que tu l'auras créé. Ou alors, il y a moyen que si tu génères ta boucle fort pas assez vite, mais que lui, il comprend que c'est ce que tu vas faire, il te la propose directement avec la logique qui est dedans.
Donc il viendrait en amont de l'autocomplétion ou du raccourci clavier. Ouais, je pense. Plus rapide que... Oui. Dépendamment de ta connexion Internet, bien sûr. Est-ce que tu sais s'il y a un équivalent de GPT-3, des concurrents de GPT-3 sur le marché? Oui, alors il y a Lambda de Google qui est aussi à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de modèles de NLP. C'est des technos qui sortent un peu de l'application qu'on peut en faire avec Copilot, parce que là c'est carrément des IA qui sont conversationnelles, donc on peut avoir des conversations avec elles. Et je crois que Lambda a fait pas mal de bruit dernièrement, notamment avec cette petite histoire d'un des ingénieurs de Google qui a écrit un article comme quoi Lambda serait sentiente. Donc c'est pour ça que pas mal de gens en parlent en ce moment. Mais donc oui, il y a d'autres boîtes qui travaillent sur des modèles comme ça. Après, ces modèles de machine learning là, ils demandent tellement de données à l'entraînement et ils demandent tellement de puissance de calcul que c'est pas accessible à des petites structures. Donc forcément, on va voir ces grands modèles de NLP naître dans des GAFAM ou dans des entreprises qui ont énormément de moyens. Mais donc il faut surveiller ces boîtes-là pour être au taquet un peu sur les concurrents de GPT-3. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as eu l'occasion d'aller un peu plus loin que Copilot, par exemple, d'utiliser GPT-3 pour faire quelque chose d'autre à titre perso? Alors, j'ai un exemple en tête. On peut s'amuser avec GPT-3 de différentes façons. En fait, moi, j'ai pas forcément d'autres accès que ce que les gens en dehors de Microsoft ont. J'ai accès à la bêta de OpenAI qui permet de faire des calls à l'API. Et du coup, rien qu'avec ça, on peut faire des trucs assez cool. Par exemple, moi, j'ai avec un collègue à Microsoft, on a fait un bot sur Minecraft qui est contrôlé par GPT-3. Et c'est assez marrant. Qu'est-ce que tu lui fais faire à ton bot? Ouais, des trucs très simples. Alors, c'est pas magique, hein. Il y a pas mal de codes derrière pour faire marcher ça. Mais alors, en gros, c'est pas GPT-3 en plus, c'est Codex qu'on appelle. Du coup, c'est l'IA donc, qui a été entraînée sur du code et qui sait coder et parler en même temps. Et du coup, en fait, ce qui se passe dans le jeu, dans Minecraft, c'est que tu peux avoir un bot et tu peux lui faire des actions il y a une librairie qui s'appelle Mindflyer et à partir de cette librairie-là, tu peux lui faire des actions. Et donc, a priori, Copilot connaît cette librairie Mindflyer puisqu'il s'est entraîné dessus. Et donc, il sait, entre guillemets à chaque fois, je fais les guillemets, ça sert à rien, podcast. Il sait comment faire certaines actions à un bot, puisque du coup, il a la docstring aussi, du coup, il a la documentation sur Mindflyer. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire en sorte de, par exemple, à partir d'une interaction qu'on peut avoir avec le bot sur le chat dans le jeu, renvoyer ce qu'on écrit dans le chat, l'envoyer au call à l'API avec un certain contexte, lui dire ceci est une action qu'on veut faire dans le cadre du jeu Minecraft avec l'appel à la librairie Mindflyer et tout ça. Et en fonction de ce qu'on envoie, Copilot peut renvoyer le code qui correspond à l'ordre qu'on veut faire au bot. Par exemple, si je lui dis « suis-moi », follow me, derrière, quand il fait le call à l'API sur Codex va envoyer « je sais c'est quoi la commande pour faire ça ». Du coup, il renvoie le code. Nous, on l'intercepte et on l'injecte après en ordre au bot. Et ensuite, il fait l'action de suivre. Donc bien sûr, comme je disais avant, c'est pas tout le temps pertinent. Donc tu peux lui dire « follow me » et puis il va pas comprendre et puis il va suivre un chat ou alors partir à droite. Des fois, il a des comportements qui sont assez erratiques comme ça. Mais en fait, les fois où ça marche, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai pas mal testé ce projet-là. Et du coup, j'ai
réussi un peu à jouer avec mon boss pendant 30 minutes à Minecraft où du coup j'étais en train de miner du bois ou des trucs comme ça et puis il venait avec moi, je fais vas-y viens mine du bois avec moi et puis il fait ok et puis il mine du bois avec moi, c'est juste énorme. C'est génial. Et je me suis pas mal amusée, je suis pas mal joueuse, enfin j'aime beaucoup jouer à Minecraft et jouer à Minecraft comme ça avec une intelligence artificielle c'était juste mind-blowing. Ouais, t'as joint l'utile à l'agréable du coup. Ouais, exactement. Mais j'aime beaucoup ce projet pour ça, c'est que ça me permet pas mal de jouer et en même temps de travailler. Et puis quand je bossais sur le code et que je commençais un peu à craquer ou à péter un câble, du coup je pouvais jouer pendant 15 minutes, je me disais c'est fait partie de ton taf. J'aimerais rebondir sur le follow me. Donc tu disais des fois il va pas te suivre forcément, mais est-ce que tu peux relancer une commande follow me et est-ce qu'il peut avoir un autre comportement le bot? Par exemple, tu dis follow me, il va à droite, tu redis follow me et il fait quelque chose d'autre. Ouais, tu peux retester plusieurs fois la même injonction si tu veux, et puis voir comment va être sa réaction. Alors après, c'est très 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 comment dire, expérimental comme projet. Il y a un repository qu'on a mis en public avec mon collègue Wassim pour que les gens puissent s'amuser dessus. Mais alors, gros warning de pas du tout utiliser en production. Gros warning. Tiffany est en train de faire un triangle. Voilà, j'aime bien parler avec mes mains et tout ça, mais oui, c'est pas du tout à utiliser en prod. Il faut faire ultra attention à ce que vous faites, parce que du coup, on peut faire des injections de n'importe quoi. Et alors, pour bien remettre les choses dans leur contexte, quand par exemple j'écris follow me dans le chat, ça envoie pas que follow me dans le call à l'API. Ça va envoyer ce qu'on appelle tout un contexte derrière. Puisque comme on en discutait avant, Copilot, il est très bon avec un contexte qui est riche. Donc si j'envoie follow me sans contexte, il ne va pas comprendre que je veux qu'il me renvoie une commande en Mindflyer. Enfin, avec la librairie Mindflyer. Bien sûr. Donc en fait, ce que j'appelle le contexte, en fait, c'est ce que j'injecte en amont du call à l'API avec follow me, c'est-à-dire un exemple de comment on fait pour, par exemple, marcher tout droit. Je l'ai mis en commentaire, si tu veux, dans le call API. Je fais go forward, et puis dans go forward, je lui dis go forward en code, c'est bot.setControlState forward true, tu vois, comme ça. Et du coup, il a tous ces exemples de code en amont. Et pour garder le contexte de la conversation, puisque c'est comme ça qu'on a une conversation qui est logique avec un interlocuteur, à chaque fois qu'on donne une action, je le rajoute dans le contexte. Donc si je fais un follow me et qu'il se trompe, il a quand même ça dans son historique d'apprentissage local. Et du coup, si je refais un follow me, soit il va me répondre la même chose puisque c'est ce qu'il a dans son contexte, soit il va tester un nouveau truc, mais il va quand même avoir la mémoire de son erreur. Donc ça, c'est pas un truc qui s'améliore. Et comment il sait qu'il s'est trompé? C'est toi qui dis non. Ah oui, voilà. Alors on a rajouté un truc avec Wassim, c'est ultra expérimental comme je vous dis, c'est très bancal. On a rajouté une commande qui s'appelle clear, je sais plus quoi, remote control, un truc comme ça. Et quand tu fais ça, en fait, ça clean tout ton contexte et ça renvoie que le contexte de base, comme si tu restartais une partie depuis le début. Donc à ce moment-là, il va plus se rappeler de la conversation qu'on a eu avant, parce que c'est un peu comme c'est un peu comme oublie tout ce qui vient de se passer c'est avant. Une amnésie pour lui. Ouais, voilà, exactement. Et puis après on recommence et du coup on a fait des milliers de tests comme ça où à chaque fois qu'il se trompait on refaisait des clear state pour qu'il se rappelle plus et puis qu'on recommence. Et en fait ça marche pas à tous les coups, c'est assez bancal. Et vous vous en rendez compte, en fait, plus on joue une partie qui est longue, plus le contexte est grand, puisqu'il se rappelle de toutes les actions qu'on a fait, plus le call à l'API est long. Ah, d'accord, oui. Donc, moins c'est jouable. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est très bricolé. C'était juste, en fait, nous, on a fait ce projet-là pour le fun, parce que, en fait, historiquement, pour vous faire le petit contexte, en décembre dernier, j'étais invitée sur le plateau de Underscore avec Micode. Et du coup, on avait parlé potentiellement de ce projet-là. Ils avaient trouvé ça super cool et ils nous ont dit, en fait, ce serait top que vous puissiez nous montrer une démo. Donc, on a travaillé sur la démo pendant 2 jours non-stop, mais c'était super short time et on s'est un peu dépêché pour le faire. Mais du coup, en 2 jours, on a réussi à sortir un truc qui était montrable. Mais
Et après, on n'a pas continué à retravailler dessus parce qu'on avait d'autres trucs à faire. Ah, donc c'est pour ça que effectivement, la vidéo, je l'ai vue et je me demandais si ce bot il avait évolué depuis. Pas du tout. D'accord. On n'en a rien fait. En fait, si j'ai un peu joué un peu avec, mais c'est vrai que la marge d'amélioration, elle est immense. Il y a plein de trucs à faire. C'est limite, je pense, un job à temps plein. De travailler sur ça et ni Wassim ni moi n'avions le temps de le faire, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en open sur GitHub pour que un passionné de la communauté se dise moi je vais bosser dessus parce qu'il trouve ça trop cool et nous on trouve ça super cool que les gens bossent dessus. Et c'est vrai que nous on n'a pas le temps malheureusement. Moi si je pouvais en faire mon job à temps plein je le ferais mais malheureusement je peux pas, donc il n'a pas évolué. Et en fait il faudrait trouver une façon un peu plus élégante de rajouter du contexte. Sans faire en sorte que le call à l'API explose au bout d'une heure de jeu. D'optimiser. Voilà, à arriver à sélectionner les interactions qui ont été les plus justes. Voilà, il y avait pas mal de trucs auxquels on avait pensé avec Wassim qui en fait rajoutaient beaucoup de complexité pour une démo qu'on devait faire en 48 heures. Donc on les a pas implémentés, mais voilà, si jamais quelqu'un nous écoute et qu'ils ont envie de se lancer dans le projet... On mettra les liens de tout ça, je pense, dans le descriptif. On peut mettre les liens. C'est open source sur GitHub. Ouais. Je vous enverrai les liens, comme ça vous pourrez les mettre en description. Comme ça, si quelqu'un veut reprendre le projet. Ça patate chaude. Voilà, le projet est super cool. Si quelqu'un veut le reprendre, on serait content de voir ce que vous pouvez en faire. Okay. Et t'as fait d'autres bots dans ce style-là parce que là, celui-là, c'était assez pertinent, c'était assez fun, effectivement, comme exemple, mais t'en as fait peut-être d'autres pour autre chose Pas dans le cadre de mon job. Non, j'en ai pas fait d'autres après à Microsoft. D'accord. Ouais. Et à titre perso, peut-être t'as voulu travailler sur d'autres choses Non, à titre perso, j'ai d'autres projets à titre perso, mais c'est pas sur des bots. Oh, ok, ça marche. Merci beaucoup Tiffany d'avoir échangé avec nous. Ouais, avec plaisir. Merci à toi Audrey de m'avoir accompagné sur ce podcast. Avec plaisir Sofiane, merci. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. À bientôt, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.